The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs. Et ben on se retrouve pour un nouveau débrief suite à un festival. Cette fois-ci c'était Octogone qui s'est déroulé le dernier week-end de septembre. Et pour m'accompagner pour ce débrief, et ben je suis avec quelqu'un que vous connaissez sûrement puisque je suis avec Dani. Salut Dani. Salut. Je suis pas sûre que je sois aussi connue que toi, hein, mais... Le Trouhara, c'était ton blog. Tu refais plus du tout ton blog. Tu l'as laissé un peu tomber. Non. En fait, à la base, j'avais lancé le blog pour référencer ma collection de jeux. Et je faisais des photos, des petits articles, mais c'était vraiment pour référencer la collection. Et puis un jour, j'ai découvert BGG. Et puis j'ai fait des enfants. Et bizarrement, cocher une case sur BGG, ça prenait beaucoup moins de temps que de faire des photos et écrire un petit truc. Donc je l'ai laissé en ligne parce qu'il y a des trucs qui sont... Enfin, il y a quand même des gens qui cherchent des photos de vieux trucs et qui tombent dessus. Donc je le laisse en ligne, mais c'est plus du tout à jour. Enfin, je l'alimente plus, quoi. On peut dire aussi que t'as créé plein de fiches sur BGG quand même. Là, moi, je suis hyper admiratif parce que j'ai pas du tout la patience de faire ça, quoi. Ouais, mais comme j'ai des jeux qui ne sont pas référencés parce que c'est des vieilleries dont tout le monde se fout. Si je veux les référencer, il faut que j'ai la fiche BGG, donc je la crée pour ça. Et comme je me sers quand même beaucoup de BGG, c'est un tout petit, une toute petite contribution au site, donc ça me dérange pas. Une contribution en nature puisque tu alimentes la base et ainsi quand on joue à tes jeux, à ces vieux jeux, et on peut trouver leurs fiches et les avoir dans BG Stat du coup. C'est ça. Après, est-ce que je conseille d'y jouer? Je ne sais pas. Pas tous, peut-être. Non, on va voir si nous, on conseille aux gens, aux auditeurs et aux auditrices de jouer aux jeux auxquels nous, on a joué ce week-end. Donc, on a joué tout le week-end ensemble. Donc, on sera capable de parler de tous les jeux, toutes les deux. Et je pense qu'on peut dire qu'on a fait fort parce que je pense qu'on a quand même joué au pire jeu pour commencer, quoi. Oui, c'est vrai que ça commençait quand même assez mal. On parlera pas des retards de train, de la personne qui t'a fait prendre le tramway à l'envers, enfin dans le mauvais sens, voilà. Et de la bière sans alcool aussi. Et puis, notre premier jeu, c'était L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, un jeu dont les auteurs-autrices ne sont pas crédités. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'assument pas la qualité du jeu. Les illustrations, forcément, c'est les images du film. Voilà, donc, alors le film d'animation qui n'est pas un film de Tim Burton, mais un film de Henry Selick. Ah oui. Mais dans un univers développé par Tim Burton. Et est-ce qu'on peut dire qu'en fait, c'est une sorte de bataille en multi? Oui, c'est ça, c'est une bataille croisée en fait. Et c'est une bataille croisée. Et alors on gagne des jetons, et celui qui a le plus de jetons à la fin, il gagne. Et voilà. Ouais. Sauf qu'il y a quoi, 4 manches ou un truc comme ça? Enfin, c'est... Oui, il y a 4 manches. Du coup, le jeu devient très long. On incarne chacun un personnage du film avec des pouvoirs. Ça, à la rigueur, ça aurait pu être des trucs sympas, mais ça tombe un peu à plat. Et puis, il y a tout un système de multiplicateurs pour les jetons, selon qui on est. Si on a des jetons citrouilles ou des jetons cadeaux de Noël. Et en fait, c'est super compliqué pour un jeu qui, au final, est une bataille. À mon avis, d'ici... Alors, si ça sort cette année, je pense que l'an prochain ou dans 2 ans, ça va se retrouver en brocante, parce que s'il y a des joueurs qui ont acheté ça, ils verront pas l'intérêt. Et les personnes qui auront acheté pour l'étrange Noël parce que c'est sympa vont pas arriver à y jouer parce que c'est compliqué pour pas grand chose. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais c'était un bon démarrage, on va dire. Moi, je pense que vraiment, on vous recommande pas de l'acheter. Peut-être même pas d'y jouer par curiosité. La seule chose, c'est si vous êtes vraiment, vraiment fan de cette licence, enfin de l'univers, comme objet de collection, que vous peut-être même vous n'ouvrirez jamais. C'est le seul cas où je peux comprendre qu'on l'achète, mais sinon vraiment épargnez-vous du temps sur ce jeu. Vu la taille de la boîte et tous les magnifiques objets que tu peux trouver sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, franchement, même pour la collection. Ouais. Et c'est moi qui dis ça. Oui, c'est vrai. Voilà, donc on peut pas dire qu'on avait commencé fort. On a continué, alors c'était le vendredi soir, le deuxième jeu auquel on a joué, puis après on est allé se coucher parce que ça faisait quand même beaucoup pour nous. C'était un jeu beaucoup plus léger, un jeu d'estimation et de mémoire, Foxy, donc dont l'auteur est David Spada. C'est illustré par Stefano Tartarotti et c'est édité alors par la boîte de jeux pour la VF, si j'ai bien compris. Un jeu de mémoire et d'estimation, c'est-à-dire qu'on va tirer des cartes avec des animaux et à chaque fois qu'on tire une carte, en fait on va les empiler, donc les cartes d'avant ne seront pas visibles. On doit essayer de se rappeler combien d'espèces d'animaux on a vu en tout différentes. Je crois que c'est à peu près ça l'idée.
tu dis combien d'espèces d'animaux tu vois sur la carte, plus combien de chacun des animaux, combien de chaque animal tu as vu précédemment. Donc si tu as une girafe, un éléphant, ça te fait 2. Et si tu avais vu 2 girafes dans les cartes d'avant, eh ben tu comptes 2 plus 2, donc 4. Et évidemment, comme il y a 20 cartes qui se superposent, au bout d'un moment, ça devient très compliqué. Alors, moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre la règle du jeu. Vraiment. Au début, j'étais complètement paumée. Au final, sur la totalité de la partie, on n'a pas trouvé ça désagréable. Oui, c'était plutôt malin, en fait. Puis bon, sortant de l'étrange Noël, c'était Ouais. tout de suite beaucoup mieux. Non, mais c'est... Je pense que même le Uno m'aurait paru bien, tu vois, après. Non, mais c'est... En fait, Monsieur Jack. le principe est quand même rigolo, les illustrations sont sympas. Je pense que ça marche bien avec des gamins. Moi, je me vois bien jouer avec des enfants à ce jeu-là. Moi, j'ai trouvé ça plus malin à la fin de la partie qu'au début, où j'avais vraiment eu du mal à comprendre l'objectif du jeu, enfin ce que le jeu voulait nous proposer. Bon, je te garantis pas que j'aurais envie d'y rejouer. En plus, je pense qu'après c'est peut-être un jeu où tu prends vite le pli quoi de ce qu'il faut, comment gagner quoi en tout cas. Oui, c'est de l'entraînement. Je pense qu'en fait c'est un jeu où au bout de très peu de parties, tu en as fait un peu le tour et je suis pas sûre que tu y reviennes beaucoup. Oui, effectivement, je pense que c'est peut-être plus adapté avec des enfants. Mais en tant qu'adulte, je trouve pas ça non plus palpitant, quoi. Enfin, tu vois, pour une partie comme ça suffit. Et c'est de la mémoire. Moi, Ouais. je sais que les jeux de mémoire, je fatigue vite, quoi. Avec mon grand âge. Notre seuil de saturation est vite atteint. Donc, après ça, on a été se coucher, parce qu'on était quand même On a fatigués. quand même failli faire une partie de Polaris. Mais on est allé se Oui, coucher. c'est vrai. Oui, on fait un big up aux 2 personnes qui ont vraiment tout tenté pour nous faire jouer à Polaris, et alors qu'il devait être quand même genre minuit et demi, quelque chose comme ça. Et on s'est dit que c'était pas très raisonnable. Et du coup, le lendemain, on était beaucoup plus en forme pour attaquer. Alors, le premier jeu auquel on a joué le lendemain, c'était The Art Project. Alors, ça s'écrit Art, mais A.R.T, parce qu'en fait, c'est un acronyme. Alors, je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs. C'est Art Resistance Team ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus très bien. Le pitch, ce qu'on est donc dans une sorte de brigade qui doit récupérer des œuvres d'art et les soustraire à une sorte de grand méchant maléfique, la main blanche. Et c'est donc un jeu de Benoît Turpin et Florian Siriex qui est illustré magnifiquement, on va en reparler, par Vincent Dutray, et c'est édité par Lumberjack Studio. Alors, en vrai, au niveau de la mécanique, c'est une sorte de pandémie, on peut dire, hein, pandémique-like. Mais moi, j'ai trouvé qu'il était moins mécanique que Pandémie. Plus simple dans la manipulation. Je trouve que il a l'air très facile à mettre en place et à sortir, et t'as moins de manipulation. Je trouve ça plus fluide qu'un Pandémie. Et moins scripté aussi sur les phases de jeu. En fait, ça s'enchaîne beaucoup plus naturellement ce qu'on fait. Et de ce fait, j'ai trouvé que ça permet beaucoup plus... Enfin, j'ai trouvé que la concertation entre nous, elle était... Je dis pas qu'on a gagné, hein. Mais j'ai trouvé que la concertation, elle était beaucoup plus fluide quand on était dans les phases où on allait réfléchir à qui allait agir en premier, ce qu'on allait faire. Parce qu'en fait, à chaque fois, on a 2 cartes, on devrait en jouer une des 2. Donc en fonction des ressources et aussi en fonction de ce qu'a l'autre finalement. Bien sûr, on peut pas exactement se dire ce qu'on a, mais bon, c'est comme dans tous ces jeux-là. J'ai trouvé que c'était plus facile de discuter et moins calculatoire. Enfin, on était moins en train de calculer un peu tous les coups où on pouvait... On aurait peut-être dû calculer un peu plus. Ouais, ce qu'on a été, on s'est un peu... On a vite grillé toutes nos ressources. Mais c'est vrai que le côté, en fait, chaque joueur ou joueuse a 2 cartes, tire 2 cartes et va en jouer une seule sur les 2. Et c'est vrai que le côté, moi j'ai plutôt des cartes qui vont nécessiter telle ressource, plutôt ça, alors joue d'abord, tout ça. Ça c'est quelque part beaucoup plus coop, où c'est beaucoup plus, le côté coop est plus naturel que dans Pandémie, où c'est quand même ton tour. Donc tu sais que si tu veux collectionner tes 4 cartes de couleurs différentes ou de même couleur, de toute façon, faut que t'attendes à ton tour et tout ça. Donc ça marche plutôt bien. Moi, ça m'a vraiment plu. J'avais pas d'attente particulière sur le jeu, mais j'étais agréablement surprise, et c'est un jeu auquel, tu vois, je me dis, j'aimerais vraiment essayer d'y rejouer. Déjà ça m'a vraiment donné plus envie. Je suis pas une grande fan des coop à la Pandémie.
c'est pas forcément j'aime bien mais sans plus, je suis pas une accro comme certains joueurs ou joueuses. Et celui-là m'a plus parlé quoi. Et puis je pense qu'on peut dire quand même que le jeu est absolument magnifique. Oui, il est grandiose. Il y a, je sais pas combien il y a. Il y a quoi? Il y a 3 plateaux recto-verso de cartes. Et les plateaux sont, en gros, il y a le plateau de Londres, il y a le plateau du Brésil, et l'environnement, le décor, vraiment l'ambiance des plateaux est très différente à chaque fois et est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment très très même chouette. on se dit même que en fait on pourrait presque avoir les plateaux et les encadrer, enfin tu vois les mettre parce qu'ils sont vraiment très beaux. Et c'est vraiment, je trouve que ça c'est ok, ça c'est pas le jeu en lui-même, mais ça participe vraiment au plaisir qu'on a d'y jouer, d'avoir Oui, des illustrations clairement. pareilles et puis ces plateaux de jeu qui sont vraiment super réussis quoi. Et voilà, on sait que Vincent Dutrat a vraiment encore fait un travail magnifique là-dessus. Un grand plaisir, c'est un grand plaisir d'y jouer quoi. La boîte est aussi très, la boîte et les couleurs en général sont assez chaleureuses. C'est très jaune, orange. Pour ce genre de jeu, pour un pandémie, c'est quand même beaucoup plus sombre tout de suite et je trouve que l'ambiance est agréable aussi pour ça, même si il y a des malfrats et autres, mais ouais. Mais je me suis demandé en fait sur les inspirations en fait pour la boîte parce que il y a un petit côté un peu tu sais 60s, fin des 60s je trouve dans le choix des couleurs avec le bus, oui, il y a un minibus Volkswagen. Ouais voilà, donc t'as vraiment cette ambiance un peu colorée qu'on peut s'imaginer un peu comme dans les, je sais pas, ça m'a fait aussi penser un peu le choix des couleurs, tu vois, au dessin animé des Beatles aussi qui était très coloré comme ça, où on retrouvait un peu, il y avait un petit côté un peu aussi décalé dans les personnages, enfin tout. Voilà, ça se prend pas trop au sérieux non plus, contrairement à Pandémie qui est quand même qui se veut très réaliste dans la façon d'aborder le thème. Oui. Et du coup, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. En fait, ça fait un bel ensemble, quoi. Donc on peut dire que celui-là, on vous recommande d'y jouer en tout cas pour vous faire une opinion, surtout si vous aimez les coops, évidemment, parce que si vous êtes allergique, bon, moi c'est un peu mon souci, c'est que le jeu me dit bien, mais j'ai des personnes dans mon entourage très proche qui sont assez anti-coop, donc plus compliqué pour moi d'y jouer avec eux, quoi. Ensuite, on a joué à un jeu Biomos. Alors je saurais pas trop dire si c'est non, c'est un jeu de contrat en fait. On va devoir réaliser des contrats en posant des petits jetons planètes sur notre tableau personnel. Et en fait, ça fait comme une sorte de glissière. On va poser les jetons dans une glissière. Et donc, on va parfois choisir de mettre le jeton sur les extérieurs, de le mettre entre 2 autres jetons, etc. pour former un petit peu des motifs et réaliser des contrats. Oui, c'est ça. Et une fois que la glissière est remplie, on arrête la partie. Toi, ça t'a bien plu? Ouais, moi j'ai bien aimé. Alors j'ai trouvé, c'est quand même très rapide. C'est le seul jeu où on a fait 2 parties parce qu'il y a une phase simple et une phase, alors j'allais dire expert, je sais pas si expert c'est le mot, mais il y a une avec phase, des pouvoirs. avec des pouvoirs, c'est un petit peu plus complexe. Moi j'ai trouvé que le gimmick de manipulation dans la glissière était très sympa. Après ça reste de la collection et collecter les bonnes ressources que je place dans le bon ordre pour récupérer des cartes et à la fin celui qui a le plus de points sur ses cartes gagne. Donc c'est assez simple, mais c'est vrai que le côté manipulation je trouve fonctionne bien. Et je me voyais bien jouer à ça avec mes gamins aussi. Je pense qu'entre adultes tu fais vite le tour, mais par contre avec des enfants pour un peu initier à la collection de ressources et tu vois, gérer les ressources et les objectifs, je pense que ça marche pas mal. Je suis complètement d'accord avec toi, hein. C'est un jeu qui dans l'absolu est pas du tout révolutionnaire, n'est pas très original, mais c'est le petit twist, enfin le petit gimmick de la glissière, hein, qui apporte beaucoup et qui fait un peu tout l'intérêt du jeu. Je pense que effectivement au bout de très peu de parties je sais pas si on peut dire que tu t'en lasses, mais en tout cas t'as pas l'impression que ça va se renouveler énormément et que tu vas avoir des sensations différentes à tes parties. Je pense malgré tout que ça peut être un jeu familial que pas non plus, il y a 1000 fois pire. C'est plutôt un jeu sympathique et je pense ça vaut le coup quand même de l'essayer, quoi. Oui, et en jeu, tu vois, on dit jeu familial, il y a pire, mais en fait
il fonctionne bien. En fait, pour faire de la collection de ressources avec des objectifs, il marche bien, quoi. Donc Biomos, c'est un jeu de Grisha German qui est illustré par Baptiste Pérez et qui est édité par Subverti. Nous avons joué à un jeu de deck building, mais assez léger pour du deck building et de majorité. Alors en fait, c'est l'année des 5 empereurs, qui est un jeu qui a été, c'est une commande en réalité, qui a été faite par le Lugdunum Musée et Théâtre Romain et qui a été faite à Gameflow. Donc le jeu, c'est un jeu qui a été créé par Roméo Aignan et Clément Leclerc, donc qui sont les fondateurs de Gameflow, et aussi l'équipe ludique. Il est illustré par Zaël, donc je pense que c'est vraiment un travail collectif. C'est toujours un peu particulier de parler d'un jeu de commande parce que on en a tous vu des jeux dans des musées ou dans les lieux touristiques. Alors, souvent, c'est un peu des déclinaisons de Monopoly ou de choses comme ça. Oui, ou des jeux de cette famille, ou des jeux de loi, ou de connaissances. Ouais, voilà, exactement. Donc, et souvent, c'est des jeux auxquels on n'a absolument aucune envie de jouer, nous, en tant que, amateurs, amatrices de jeux de société. Là, franchement, pour un jeu de commande, on peut dire qu'on est quand même à un très bon niveau de ce qui est proposé, puisque c'est une partie du jeu va être du deck building, et une fois qu'on estime qu'on a un deck assez robuste, on va avoir une phase un petit peu de prise de majorité. On va pouvoir se placer sur la carte de l'Empire romain, revendiquer en fait le titre d'empereur, et ensuite il faudra réussir à avoir un certain nombre d'étoiles pour aller de conditions pour aller chercher des cartes, et le premier qui arrive à X cartes l'emporte. Ça reste très léger, mais c'est déjà parce que aussi ça va s'adresser forcément à des personnes qui n'ont sûrement aucune expérience en matière de jeux de société, donc on peut pas passer dans du deck building très très complexe ou très léché. Donc je trouve que pour le jeu en lui-même n'est pas fou, mais pour sa finalité, il n'a vraiment pas à rougir, c'est plutôt du bon travail, quoi. En fait, je pense que le côté historique est bien rendu. Alors, il y a 2 livrets. Il y a un livret de règles et il y a un livret historique qui explique cette fameuse année des 5 empereurs où, si j'ai bien compris, on n'a pas lu de livret, mais 5 empereurs différents se sont déclarés et ça s'est un peu fighté cette année-là. Et en fait, ça retranscrit très bien cette histoire-là. Donc je trouve que ça marche, pour ça marche bien, et c'était une bonne façon, une façon intelligente de répondre à la commande. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que le jeu est assez bien thématisé. Du coup, ça marche. C'est pas forcément le jeu auquel on jouerait vraiment en tant que joueur et joueuse, ni pour faire du deck building, ni pour faire des majorités. Mais je pense que dans ce contexte-là, c'est plutôt une réussite. Et si tous les jeux de commande pouvaient, au moins exploiter des mécaniques un peu plus intéressantes comme tu l'as dit, du jeu de loi ou des 7 familles, ce serait déjà un énorme progrès, quoi. Ensuite, alors on est passé à toute autre chose, puisque nous avons joué à Roll and Bump. Alors avant Roll and Bump, on a eu une petite interruption quand même. Oui, c'est vrai. Ah, je savais pas si on allait le mentionner ou pas. Oui, parce qu'en fait... moi je le mentionne parce que c'était quand même drôle, en fait. On s'installe à la partie des 5 empereurs, et là on vient dire: ah, Paul Gara d'Ivoire, dans 1 heure tu serais dispo pour faire une conférence. Et c'était très drôle, et donc tu as participé à la conférence sur la critique dans le jeu de société. Ouais, tout à fait. Donc c'était en compagnie donc de Pénélope Gaming, alors que je connais assez bien, donc j'avoue que de toute façon quand c'est elle qui m'en a parlé, et j'étais très contente de le faire avec elle de toute façon. Et puis ça a été l'occasion aussi de rencontrer donc les 2 autres personnes qui participaient, qui étaient Pierre-Louis et Julien de la chaîne YouTube Game Trotter. Et donc effectivement le thème c'était la critique ludique, et c'était écoute, moi je trouvais que c'était assez intéressant. C'était un sujet, je vous rassure, c'est quand même un sujet sur lequel j'avais déjà quelques idées avant même de savoir que cette conférence allait se passer. Donc ça va, j'ai pas été trop prise au dépourvu, j'avais de quoi participer et tout. Mais c'était un bon moment. Puis il y avait après il y a eu une partie d'échange questions-réponses avec les personnes qui assistaient, et c'était cool, et j'espère qu'on va réussir à quand même récupérer l'enregistrement, parce que c'est dommage, ça n'a pas été enregistré, mais quelqu'un a enregistré un peu en mode punk dans la salle. Alors je sais pas si le son sera vraiment très audible ou pas, ou si c'est possible de le récupérer, mais rien que pour savoir si j'ai pas dit trop de conneries,
J'aimerais bien réécouter, à vrai dire. Mais c'est vrai que c'était sympa, puis il y avait quand même, il y a quand même du monde qui est venu assister. Moi, je me demande toujours, tu vois, dans un événement comme ça, un festival, bah tu viens pour jouer, pas forcément pour aller écouter une conférence. Et il y avait effectivement pas mal de personnes, et tu sens que le sujet intéressait, qu'il y avait, oui, pas mal d'échanges avec le public, donc c'était intéressant, c'était cool. Après, on a pu aller jouer à un jeu très différent de ceux qu'on avait joué avant, puisque c'était Roll and Bump. Donc, on peut dire que c'est une énième déclinaison du Yahtzee. C'est ça, hein, puisqu'en fait, on va lancer des dés pour faire des combinaisons, et on a 3 lancés, donc c'est vraiment, je pense qu'on a à peu près... on voit tous ce qu'on va faire. Donc, c'est un jeu de Louis-Nicolas Dauzois, qui est illustré par Bernard Cabarou et Louis-Nicolas Dauzois, et qui est édité par Gigamic pour la VF. Ouais, en fait, on va donc... nos dés, on va les... Une fois qu'on aura fait les combinaisons, l'idée, c'est de pouvoir faire les combinaisons qui correspondent à des cartes qui sont posées... voilà, plusieurs tas de cartes en fait, hein, qui sont posées sur la table, et en fait on va se positionner en essayant d'avoir la meilleure combinaison sur la carte, et puis si personne ne vient faire mieux que nous, on récupérera la carte et il y a des points de victoire sur les cartes, et à la fin celui qui a le plus de points a gagné. Bon, c'est voilà, je pense pas que le jeu soit foufou. C'est typiquement un jeu auquel tu vas jouer peut-être un été, puis après tu l'auras un peu oublié, je pense. Oui, en jeu d'apéro. En fait, le truc qui est un petit peu... C'est que t'es jamais sûr de gagner ta carte, sauf si tu mets... En gros, il faut mettre 4 dés identiques, donc si tu mets 4-6, t'es sûr que quand ça revient à toi, on t'a pas piqué ta carte. Mais si tu mets 4-2, peut-être que quelqu'un va mettre 4-3 et te piquera ta carte. Mais sorti de ça, oui, c'est assez classique. Ça quoi. reprend un peu comme dans Las Vegas, tu vois, aussi, où on allait comme ça se positionner dans les casinos. C'est un peu la même chose. Je trouve qu'il y a un petit feeling un peu équivalent. Sauf que dans Las Vegas, ce qui était super fort, c'est qu'en plus, tu pouvais, s'il y avait des égalités, tu pouvais dégager les autres. Enfin, tu sais, dans Las Vegas, t'as beaucoup plus de... En fait, je trouve que là, au final, il est censé y avoir de l'interaction, mais elle est pas si forte que ça, quoi. Ouais, et puis Las Vegas, tu mises pour récupérer... Enfin, tu sais ce que tu vas gagner. Enfin, là, t'as la valeur des cartes. Mais sur Las Vegas, tu te dis, si je suis deuxième, tu vois, quand t'as... le premier, il a 80 000, le deuxième, 70 000. Si t'arrives à récupérer le 70 000 sans trop d'efforts, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Ouais, il y a un petit peu plus de... Enfin, Las Vegas, c'est vraiment un jeu qui est où on peut se faire des sales coups, vraiment, en faisant exprès en se démerdant pour virer des gens aussi, parce que tu peux, en faisant égalité, tu peux faire tomber les autres et tout. Je trouve que c'est un jeu qui est beaucoup plus taquin. Là, ça reste très léger comme finalement, ok, on se positionne, mais c'est pas non plus... je trouve pas que les sensations, elles soient folles, quoi. C'est un peu... Et aussi, c'est répétitif, hein. Enfin, tout ce que tu fais tous les tours, c'est tout le temps la même chose. Et je pense que dès que t'as fait 3-4 parties, t'as tout le temps la même sensation de jeu. Enfin, j'ai du mal à voir comment ce type de jeu peut procurer... quelque chose qui soit pas assez routinier, enfin... mais après, effectivement, c'est un jeu d'apéro où j'ai des copains qui se mettent tout juste aux jeux de société et qui jouaient beaucoup au Yahtzee, justement. Ça, je pense que si je les fais jouer à ça, ils se diront c'est quand même différent, tu vois, ah là là, ça change, quoi. Mais quand on a l'habitude de jouer et qu'on a une certaine culture ludique, tu te dis voilà, quoi. Après, c'est pas désagréable. Tu vois, je me dis pas j'en ferai jamais une partie de ma vie, contrairement à l'étrange Noël de Monsieur Oui, voilà, ce jeu-là, on me propose d'y rejouer comme ça, il y a pas de souci, tu vois, je courrai pas après, mais j'ai pas de souci à y rejouer. Et je pense que c'est le genre de jeu auquel, même si t'as pas joué pendant 10 ans, tu peux y rejouer, tu sais exactement ce qu'il va falloir faire. Enfin, voilà, c'est un jeu qui te réserve aucune surprise. On sait déjà, voilà, pour moi, c'est vraiment le genre de jeu où tu sais exactement ce que ça te propose, tu sais comment tu vas jouer, tu sais ce que ça te propose et tu sais ce que tu vas ressentir, et ce sera toujours, il y aura jamais aucune émotion particulière, ça va rester sur le même fil. Après, voilà, ça fonctionne très bien, hein. Enfin, la boîte par contre, m'a semblé énorme par rapport à la quantité de matériel à l'intérieur, mais bon, ça, c'était, je pense que c'est vraiment pour une question, oui, de les tailles des boîtes. On sait que c'est pas forcément pour accueillir le matériel, hein. Là, en réalité, elles sont pas forcément pensées pour ça. En tout cas, pas uniquement. Alors, ensuite, nous avons joué à un party game, Champion. Donc c'est un jeu de Sébastien Pochon, Grégoire Larget et Franck Ritin. Donc on peut pas dire que ce soit des petits inconnus, hein, surtout Sébastien Pochon. En revanche, l'illustrateur ou l'illustratrice, on ne sait pas qui c'est, je n'ai pas réussi à retrouver son nom. Et c'est édité par Repos Productions.
qui n'est pas non plus un éditeur inconnu, surtout en termes, enfin en party game, ils s'y connaissent bien. Alors Champion, j'ai un peu de mal aussi à dire ce que c'est. En gros, on va faire des matchs improbables entre des personnes célèbres, et puis une fois qu'on a fait notre grille de comment dire, notre arbre de rencontres, enfin de matchs quoi, on va résoudre tous les matchs en disant qui gagne, et avec un système de vote, et puis si on a voté pareil, on marque des points. Bon, on a vite compris que le scoring était vraiment n'importe quoi hein, dans le jeu. Enfin, moi je trouve que le scoring a aucun sens, puisque je vois pas pourquoi tu voterais pas exactement la même chose que ce que toi t'as marqué ce que toi t'as parié comme vainqueur du match en fait. Oui, et puis c'est vraiment le type de jeu où l'intérêt il est pas dans le scoring en fait. Ce qui va être drôle, c'est effectivement d'avoir deux personnes parfois proches, parfois très différentes, parfois fictives et réelles qui s'affrontent sur un sujet totalement loufoque, ouais. Enfin, qui est un sujet loufoque, voilà. Donc se dire ah bah tiens, il y a machin et machin sur tel sujet, alors je sais plus ce qu'on a eu, mais il y avait une tête à claque, double à la caisse, enfin je sais pas, ouais, voilà, c'est des trucs comme ça, ouais. Et du coup, imaginez les personnes et là, c'est vrai que quand on a commencé, je me suis dit, bon, j'étais pas trop emballé. Et puis finalement, en fait, c'est ça, c'est que la discussion de t'imaginer les deux et de dire, ah bah là, c'est quand même drôle de les avoir les deux l'un contre l'autre. Là, ce moment-là est rigolo. Mais après. Mais en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que quand on met les noms, qu'on les révèle et qu'on fait la grille, en fait, un peu, c'est comme, il y a dans les compétitions, il y a les poules et puis il y a les phases je sais pas comment on appelle ça, les phases éliminatoires, quoi, là où on perd le match, on est éliminé. C'est le moment où on révèle, c'est le tableau, que c'est drôle. Parce que là, on voit, oui, c'est ça. je sais pas, moi, on avait Antoine Bozaï contre Cléopâtre pour savoir qui aimait les jeux vidéo. On avait, c'est là que c'est drôle. Mais après, une fois qu'on a rigolé de ça, en imaginant les situations, bah, en vrai, tout le reste n'a plus aucun intérêt. En fait, c'est vraiment... Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la phase avant de jouer, avant de voter et même de faire les paris. C'est la phase de révélation des matchs qui est marrante. Mais une fois que t'as sorti ça n'a plus aucun intérêt, quoi. Du coup, je me demande en quoi consiste vraiment le jeu. Enfin, j'ai du mal à trouver que c'est vrai. En fait, c'est comme si c'était la mise en place qui était le jeu, quoi. Presque. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais c'est ça. Là, je vois, on avait Penny de Big Bang Theory contre Laura Ingalls et laquelle des deux boit le plus d'alcool. Alors, on a toutes rigolé autour de la table en se disant bon, je crois que c'est assez évident entre Laura Ingalls et Penny et voilà, et c'est à ce moment-là effectivement tu souris et c'est rigolo quoi, mais le côté je résous, je regarde les points, qui a mis le plus de points, tout ça, il y a pas d'enjeu en fait. Il y a aucun enjeu, puis c'est pas palpitant quoi, vraiment c'est juste de révéler les matchs qui sont drôles quoi. Enfin, on dira quand même que on a eu à la fin, la deuxième manche, on a fini sur une finale entre Pascal Praud et Guillaume Meurice, et c'était alors qu'ils étaient pas du tout dans la même partie de tableau au départ. Bon, j'ai trouvé ça assez rigolo, évidemment. Bon, c'était pas un truc horrible, du coup, il était hors de question de laisser gagner Pascal Praud de toute façon. Donc voilà, c'était et on a eu aussi Antoine Bozac contre l'empereur Auguste justement, je sais plus, oui, pour avoir une tête à claque, je crois d'ailleurs, et donc c'est ça va. Qui avait une tête à claque. Et ce n'était pas, du coup on a à l'unanimité, ce n'était pas Antoine Bozac, heureusement pour lui. Bon, moi je suis vraiment pas convaincu par ce jeu quoi. Voilà, je pense que c'est le genre de truc qu'on peut s'imaginer mais sans jeu ou en fin de soirée, tu vois, vraiment bon, t'as pas besoin d'avoir un jeu pour ça, et la partie. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est très léger quand même, le gameplay est vraiment très très léger quoi, c'est un peu très très light quoi. En jeu avec des personnes célèbres, alors il date un petit peu, il doit avoir une dizaine d'années, mais il y avait, il a été plagié récemment, il y a Famous, qui je trouve marchait mieux parce que alors c'était en gros c'était l'inverse. Famous, t'avais des cartes et tu donnais des caractéristiques de personnes, alors je sais pas moi, est barbu, c'est un politique, a habité aux États-Unis, et après donc tout le monde se met en tête un personnage célèbre et tu votes pour dire ah bah est-ce que ce dernier critère il est juste, est-ce que j'y crois pas, est-ce que c'est bien cette personne-là, t'as un débat et tout, et on est sur alors c'est pas du tout la même mécanique, mais on est vraiment sur en gros jouer avec des personnes célèbres.
Et je me suis beaucoup plus amusée dans les quelques parties que j'ai faites à l'époque que là à Champion, quoi. Ok, alors maintenant on va passer au jeu suivant, bon, qui n'a pas non plus été un énorme coup de cœur. Alors c'était Traître à bord, un jeu de Jean Chiachu, illustré par Laura Bazzoni et édité par Savannah Games. C'est un jeu à rôle caché, dans lequel on va incarner des pirates. On essaie de remplir un coffre au trésor, mais parmi nous, il y a bien sûr des traîtres, il y a des mutins qui, eux, ont pour objectif qu'on ait le moins d'argent possible, hein, c'est ça dans le... Et on va pouvoir jouer aussi des cartes avec des effets, et notamment, on peut donner aux autres joueurs et joueuses une carte planche, et si on a 3 planches devant nous, en fait, on est poussé voilà, on est sur la planche. On est bouffé par les requins. Voilà, on est bouffé par les requins, et on révèle forcément son rôle, et donc voilà. Moi, je trouve que c'est revu, avec en plus un énorme défaut pour un jeu comme ça, c'est qu'il y a trop de petites couches de règles, puisqu'il y a, je sais pas combien, j'avais l'impression qu'il y avait 12 cartes spéciales quand on nous l'a expliqué. J'ai l'impression que c'était interminable le nombre de cartes spéciales qu'il y avait. Moi, j'ai pas du tout aimé, vraiment. Et j'aime bien les jeux à rôle caché, hein, donc c'est pas pour ça. Ça, en gros, ça marche, quoi, mais il y a pas... En fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment c'est difficile d'avoir de l'enjeu, en fait. Je sais pas, chacun met des cartes dans le trésor, et en fait, tu vas parier pour savoir, il y a le bon nombre de pièces ou pas. Je tente de révéler, mais tu vois, je me suis pas sentie investie de mon rôle, à vraiment essayer de défendre. Moi, je faisais partie des mutins, à essayer absolument de survivre et tout ça. J'ai du mal à rentrer dedans. Ouais, pareil, moi je me suis jamais passionnée, et en fait, si je compare avec un jeu à rôle caché que je trouve vraiment excellent, qui est Loup-garou pour une nuit. Loup-garou pour une nuit, c'est un jeu où, voilà, une fois que sont passées la phase de nuit où chacun a joué son rôle, t'as toute cette phase vraiment de discussion qui est hyper forte avec, tu sais, je bluffe, mais alors je dis que tu bluffes, c'est toi qui bluffes, mais si tu dis que tu bluffes, tu sais, enfin, tous ces trucs où tu vas faire du double, du triple analyse de ce que dit tout le monde, tu vas essayer d'avoir un raisonnement, mais souvent tu te laisses un peu manipuler aussi par les autres, et c'est un jeu qui, je trouve, crée des moments de discussion vraiment super intenses, et t'as toujours des cas avec des retournements de situation. Les traîtres, en fait, ont bien manipulé tout le monde, ou au contraire, en fait, il y avait aucun traître dans la partie. Et là, dans ce jeu-là, je trouve que j'ai rien ressenti de tout ça, quoi. Aucun moment un peu intense de ces jeux où t'essaies de deviner qui est le traître. Parce qu'en fait, là, tu poses les cartes devant les autres et c'est tout, quoi. Et il y a rien qui te permettrait de savoir... En fait, il y a les trucs qui sont censés te permettre de savoir qui peut être le traître, parce que tu peux aller regarder dans le paquet ou pas. En fait, c'est tellement compliqué que t'en tires aucune information, je trouve. Non, en fait, le seul truc qui est drôle, c'est... en gros, d'attaquer quelqu'un avec une carte planche de manière totalement arbitraire. Voilà, mais à part ça, je précise aussi que je crois que j'étais la première qu'on a fait tomber à la mer, bizarrement. Je crois que me suis noté ça quand même, que ça en disait long sur les personnes avec qui je jouais ce jour-là. Ensuite, on a joué à un jeu qui n'est vraiment un autre style. Nous avons joué à Heredity, donc qui est un jeu narratif de Jérôme Cans et Laurent Cobel, illustré par Florian de Quesincourt et Aurélien Delauzin et Tania Sanchez, et c'est édité par Daruka. Alors je sais pas si on dit Daruka ou Darukat, d'ailleurs j'aurais pas demandé. Donc c'est un éditeur en fait qui a été créé pour porter ce jeu. Hein. On est dans une ambiance un peu post-apo. Clairement. On est une famille, donc on incarne chacun un des membres de la famille. Il y a le père, la mère et les 2 enfants. Il va y avoir des scénarios. Il va nous arriver des choses. Au départ, on est tranquille dans notre maison, et puis voilà, forcément ça va partir en sucette. Et puis on va faire de l'exploration, on va révéler des cartes au fur et à mesure qu'on explore. On va pouvoir récupérer des objets, on va pouvoir améliorer aussi les objets, si j'ai bien compris. On va avoir des sortes de missions, d'objectifs à accomplir. Et on a un système en fait de cartes événements. En fonction de notre avancée, on va avoir des cartes événements qui vont se rajouter dans un deck événements. Et quand on les tire, on va les placer, en fait, ça fait comme une sorte de ligne de temps. Et à chaque fois qu'on a tout joué, on va résoudre la ligne de temps, qui va évoluer en fait en cours de partie, de façon qui est censée être cohérente. Moi, j'adore les jeux narratifs,
mais en sachant qu'ils ont toujours beaucoup de défauts et que t'as beaucoup d'insatisfaction dans ces jeux parce que souvent trop mécanique, parce que souvent trop scripté, parce que souvent trop de manipulation, et malheureusement, et qui te coupe de l'immersion, et malheureusement, moi je trouve que celui-là, il tombe exactement dans tous les écueils des jeux narratifs. Alors moi, la difficulté que j'ai eue avec ce jeu-là, c'est il reprend un peu le principe de Septième Continent, sur le principe de quand j'explore, je retourne des cartes et puis je vais construire un peu mon univers et l'univers de mon scénario au fur et à mesure que je révèle des cartes, j'en sors du paquet, je les pose et ainsi de suite. Et c'est vrai que moi j'ai été totalement traumatisée par Septième Continent. Du coup, je me suis dit dans quoi on s'embarque, j'ai pas trop envie. Je suis pas très jeu narratif, ou en tout cas j'ai peut-être pas eu l'occasion de jouer à des jeux narratifs des bons ou qui me vraiment j'ai été prise dans le jeu, et du coup le côté Septième Continent moi j'avoue que ça m'a bloqué quoi. La personne la personne de la maison d'édition avec qui on a discuté assez longuement en fait nous disait que c'est un jeu qui eux, ils étaient fans de Septième Continent, mais qu'ils avaient détesté, en fait, qu'ils aimaient beaucoup la partie exploration, mais qu'ils n'avaient pas du tout aimé la partie survie du Septième Continent, et puis aussi les résolutions, la difficulté, le côté très punitif. J'avais surtout en tête que c'était surtout l'aspect survie, tout ça qui les avait un peu gonflés, et qu'ils avaient essayé de faire un jeu dans la même veine, mais beaucoup plus épuré, beaucoup plus allégé, et beaucoup moins lourd en fait à jouer. Bon, je trouve que c'est pas du tout, on est loin quand même de l'épure et de ça. Oui, ça ressemble à Seven Continents, mais en fait ça ressemble à tous ces jeux un peu dans la même veine où tu passes ton temps à faire, moi je trouve, de la manipulation quoi. Et ça, c'est vraiment... Alors que ce soit de cartes, de jetons, de machin, de bidule. Là, en plus, il y a un système de combat... De mini-jetons. Ouais, et en plus, les jetons, ils étaient tout petits, donc je vous raconte pas... Moi, c'est clair, c'est exactement le genre de truc. Je suis sûre, j'ouvre le sachet, je fous tout en l'air. Donc, j'ai perdu déjà la moitié des jetons très rapidement. Et alors, j'ai trouvé le système des combats juste horrible, quoi. Ou alors, on n'avait pas trouvé les bons objets, mais... Pareil, ouais, il y a pas de dés, on tire des cartes, mais en fait, j'ai l'impression toujours que, j'ai l'impression qu'on allait en prendre plein la gueule quoi qu'on fasse. Je pense que oui, il y a quand même un peu ce principe, c'est que sur la base de ce scénario-là, en gros, t'as une famille sans histoire qui a vécu cachée dans ce monde post-apocalyptique. Les parents ont préservé les enfants, et là, il y a des scavengers qui débarquent et ils se confrontent à la violence, à la réelle violence du monde dans lequel ils sont. Donc le pitch est plutôt clair et plutôt bien fait, mais effectivement le principe c'est que ça va vraiment partir en live. Aussi, moi je sais que par exemple, je sais que je le cite souvent, mais je trouve que dans ce style-là de jeu qui est quand même narratif, où où t'explores malgré tout, même si c'est pas, tu révèles pas au fur et à mesure, parce que c'est fixe, mais où tu vas récupérer des objets, combattre et tout, j'en reviens toujours à jouer à Cthulhu Death Medaille, parce que c'est vraiment pour moi l'équilibre parfait entre narration et dungeon crawling et une mécanique ultra épurée, avec des vraies sensations de jeu, où il y a vraiment l'immersion fonctionne super bien. Je sais que toi t'aimes beaucoup le jeu aussi. Oui, moi je trouve que c'est le jeu le plus réussi dans cette veine-là, quoi. Il y a pas je trouve qu'il y a la manipulation, elle est pas trop pénible, ça te sort pas du jeu, les règles sont d'une simplicité, c'est tellement épuré que t'es jamais pollué par les règles par rapport à l'histoire, tu rentres très bien dans l'histoire, comme en plus tu peux combiner les scénarios. T'as pas besoin d'avoir... En fait, tu vois, ces jeux-là, je trouve qu'ils sont trop écrits, finalement. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que Cthulhu Death Medaille, t'as moins le côté... je lis des cartes qui me racontent l'histoire à chaque fois, c'est que t'as ton pitch de départ, t'as tes persos qui ont des backgrounds qui sont quand même très... forts. Très, très forts, ouais, c'était très atypique. Et avec ça, tu te lances dans ton histoire, et ton histoire, tu te l'écris toi-même. Ouais. Et ça fonctionne très très bien. Oui, finalement, tous ces jeux narratifs sont trop écrits, je pense. Et au bout d'un moment, de toute façon, tu ne lis plus. T'as plus envie de lire, en fait. Tu lis en diagonale et tout. Donc, je pense qu'il y a des bonnes idées dans le jeu. L'univers qu'il proposait a été cool sur le papier, mais je pense que clairement, il y a encore plein de choses à améliorer pour arriver à un jeu narratif
moi je trouve qu'il soit vraiment immersif et fluide. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que t'aies pas pour que tu aies l'impression de vivre l'histoire, il faut pas que tu sois entrecoupé tout le temps de problèmes mécaniques. Donc voilà. Bon, après je pense que c'est quand même à essayer, hein, surtout si vous aimez les jeux narratifs pour vous faire une idée. Si vous aimez pas du tout ça, c'est pas la peine, hein. Enfin, je pense que ça ne peut pas vous plaire. On a continué. Alors là, c'était en soirée. On a joué à Dorf Romantique. Et on va en profiter pour faire un big up à l'équipe de Troll Lune avec qui on a joué. Ah oui, on a passé une très très bonne soirée avec de très sympathiques personnes. On les embrasse toutes très fort. Et on a donc joué à Dorf Romantique, hein, c'est quand même le Spiel 2023. On a pris une campagne en cours de route, hein. Faut le dire quand même parce que c'est un jeu qui se joue en campagne. Et on a joué une partie de la campagne qui était déjà entamée d'une donc des personnes à la table. Donc Dorf Romantique, c'est un jeu de Michael Palm et Lucas Zar qui est illustré par Paul Ribeux et édité par Gigamic pour la VF. C'est une localisation de Pegasus Spiel. Donc en fait, c'est un jeu coopératif de pose de tuiles où on va constituer un paysage commun comme dans Carcassonne. Il n'y a pas non plus ni victoire ni défaite. C'est juste que selon le nombre de points qu'on fera, parce qu'on va avoir des objectifs, à chaque fois qu'on a fini un objectif, on en pioche un. En fait, il y a un système, on en prend un autre. Et à la fin de la partie, quand on a posé toutes les tuiles, on regarde le score qu'on a fait. Selon le score qu'on a fait, on va continuer à un embranchement ou pas de la campagne. Je sais pas, est-ce que tu étais intéressé par le jeu avant ou pas? En fait, c'est marrant parce que Dorf Romantique, moi, je sais pas, j'avais vu passer, mais j'étais pas plus intéressée que ça. Et puis, ça faisait quand même quelques jours, semaines que mon mari en parlait, en disant avec les gamins, ça pourrait être sympa et tout. Puis bon, je me suis dit, pourquoi pas, à voir. Et donc j'étais déjà très contente de l'essayer, de pouvoir l'essayer. Et en fait, ça marche vraiment très très bien. Il y a effectivement ce côté construction coop qui marche bien. Et le système de campagne a un petit côté My City, c'est-à-dire que on va au bout d'un moment, si j'ai bien compris, il y a des boîtes, on va ouvrir des boîtes, on va avoir des cartes en plus, enfin des tuiles en plus et des conditions différentes et tout ça. Et on a cette carte ou cet arbre où on va cocher notre petite case et puis avancer sur nos différentes branches. Et ça, clairement, moi je sais, je vais l'acheter, hein, et quand on aura commencé ça, mes enfants, ils seront à donf pour progresser sur cette campagne, cocher les petites cases, un peu qui avait bien marché avec Zombie Kids en fait. Et c'est vrai que ce côté esprit jeu vidéo marche très bien et la discussion autour de la table aussi sur il y a telle tuile, ok j'ai tiré telle tuile, où est-ce qu'on va la jouer, est-ce qu'on fait plutôt ça, est-ce qu'on tente plutôt ça, il y a aussi le vrai côté coop, je trouve, qui a bien fonctionné. Ouais, parce que My City c'était compétitif, hein, parce que il y avait quand même un vainqueur de la campagne, en plus de gagner, de pouvoir gagner les parties. Là, c'est vrai que c'est coop et j'ai trouvé que on a quand même joué avec des gens qu'on avait rencontrés en gros 10 minutes avant, hein, qu'on ne connaissait pas, à part une personne, on ne les connaissait pas. Et franchement, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans la concertation, dans la discussion, dans l'échange, on était plutôt ouais, je trouve que le jeu favorise vraiment c'est la discussion, quoi. Après, là, tu as, je pense quand même aussi l'effet de, ça dépend avec qui tu joues. Ouais. Parce que là, on était quand même avec des personnes effectivement très sympathiques, le courant est bien passé, on a bien rigolé, il y avait vraiment une ambiance très chouette, et forcément, ça influe sur le ressenti. Ouais, je suis d'accord. Et je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de victoire, pas de défaite, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que le jeu est souvent étiqueté chill. Parfois on peut s'interroger de pourquoi. Je pense que c'est cet ensemble de raisons, c'est que c'est un jeu auquel tu joues sans aucune pression du coup. Oui. T'as pas d'enjeu particulier si ce n'est d'avancer dans ta campagne et de découvrir les choses. Après, plus tu fais de points, plus t'avances. Donc je pense que si t'as envie de te mettre la pression, tu peux. Mais comme en plus c'est rejouable vraiment, j'ai l'impression que selon comme tu vas prendre des embranchements, c'est toujours tu peux recommencer des nouvelles campagnes assez facilement. J'ai l'impression que ça disparaît un petit peu, en fait ça atténue le côté absolument de vouloir optimiser toutes tes parties, de faire les meilleures choses possibles. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était vraiment chouette et le fait de poser aussi les tuiles,
d'avoir le paysage commun, il y a cette satisfaction aussi de la construction commune, je trouve, qui est hyper forte, quoi. Oui, clairement. Puis je vais pas trouver ça, même après visuellement, je trouve que ça fait bien le travail parce que c'est pas magnifique, mais en fait il faut que ce soit comme on va poser des hexagones et il faut que ça corresponde, etc. Il faut que ce soit quand même, chaque paysage soit bien typé pour que tu le reconnaisses facilement, en fait, pour pas que parce que si tu commences à mal placer tes tuiles, bah c'est vrai que là tu vois, si c'était plus, il faut que les tuiles elles soient un peu simples aussi à repérer, quoi. Bah écoute, moi franchement c'était un jeu qui me disait rien du tout à la base, hein. Franchement, je m'étais dit, mais ça a l'air vraiment nul, etc. Et j'en ai entendu que des bons échos. Et là, pour la petite histoire, je l'ai reçu aujourd'hui, en fait. Donc, bravo. Moi, j'attends comme on a la librairie de ma ville qui a un rayon jeu et qui a agrandi son rayon jeu dans une nouvelle pièce et tout ça, je me suis dit bon bah j'irai le chercher chez eux pour les soutenir, et j'ai pas encore eu le temps d'y aller. Alors ensuite, mais ce week-end au plus tard, je pense qu'il sera à la maison. Voilà, tu vas pouvoir l'essayer ce week-end. Et après, on a terminé la soirée, toujours avec nos partenaires de Dorfromantique. Alors là, un jeu beaucoup plus prise de tête, puisque nous avons joué à Cat in the Box. Donc Cat in the Box est un jeu de Muneyuki Yokushi qui est illustré par Osamu Inoue et qui est édité par Matago pour la VF. Alors Cat in the Box, peut-être que vous en avez déjà entendu beaucoup parler parce que ça avait énormément buzzé à Essen 2022. Je me demande même si c'était pas le jeu, tu sais, qui était ressorti à la fin du salon comme étant le plus attendu. Enfin, je sais jamais le nom. Il y a un nom comme ça, tu sais, des jeux qui font vraiment le buzz et tout. Je sais plus, mais en tout cas, oui, sur tous les réseaux, ça ressortait de partout, quoi. En fait, c'est un jeu de pli complètement... Enfin, moi, je trouve complètement bluffant, puisque on va jouer des cartes qui ont des valeurs, mais pas de couleurs. On a censé pourtant jouer 4 couleurs possibles, hein, bleu, rouge, vert et jaune. On a une sorte de piste avec une petite case qui correspond à, en fait, je crois que ça va de 1 à 10, donc il y a 10 cases pour le bleu, 10 cases là. Et quand on joue une carte, donc qui est une carte sans couleur, eh bien c'est la personne qui joue qui dit quelle carte elle joue. Donc je vais mettre un 9 et je vais dire, je joue un 9 bleu, et je poserai un petit jeton dans la case du 9 bleu. Et donc plus personne ne pourra jouer de 9 bleu. Et ainsi de suite. Alors je vais pas rentrer dans les subtilités parce que les règles sont quand même un peu compliquées. Et sachant qu'on a quand même fait les premiers tours avec des fausses règles, on peut marquer aussi des points en fonction de la façon dont on arrive à poser nos petits jetons sur cette grille. Mais si à un moment on se retrouve dans l'impossibilité de jouer nos cartes, parce que tout ce qu'on a est censé avoir déjà été joué, et en fait on fait ce qu'on appelle un paradoxe, le tour s'arrête. Et évidemment, on ne marque pas beaucoup de points parce qu'il y a aussi ça. Il faut aussi parier sur le nombre de plis qu'on va faire. Enfin voilà. Je passe les détails parce que c'est quand même assez compliqué en fait. Moi j'avais fait une partie à Essen l'année dernière. J'avais détesté ma partie. J'avais l'impression vraiment que le jeu me prenait pour une imbécile. Et j'aime pas trop ça. C'était en fin de salon. J'étais, je pense, assez fatiguée quand j'y ai joué et peut-être pas dans les bonnes dispositions. Et là, en y rejouant, j'ai trouvé le jeu vraiment incroyable. Mais vraiment incroyable. C'est un jeu qui est bluffant, qui est ultra... moi j'aime bien les jeux de pli, mais qui est ultra intelligent. C'est pas que un jeu de pli, c'est super stratégique ce qu'on va faire. Je trouve que ça te retourne le cerveau. T'es beaucoup dans l'anticipation. Enfin, faut vraiment beaucoup réfléchir à ce que tu vas faire. Et j'ai trouvé que c'était un jeu très innovant, quoi. J'ai jamais vu un jeu comme ça, ouais. C'est assez le mélange jeu de pli classique, pari, placement et blocage, en fait, parce que mine de rien, on peut être assez agressif. Vu qu'on choisit les couleurs qu'on joue, on peut très bien se couper de 2 couleurs dès le départ et bloquer un petit peu les autres. C'est vrai que c'est plutôt malin. Après, moi j'ai beaucoup apprécié la partie qu'on a fait à Lyon. C'était très sympa, encore avec cette équipe très sympathique. Peut-être que ça a joué. Et je l'ai ramené pour un ami, et du coup je lui ai dit avant de te le ramener, je peux l'ouvrir à la maison pour faire une partie avec la famille. Et là on a fait une partie qui était beaucoup plus plate. C'est-à-dire qu'on était 4 joueurs. Sur les 4 joueurs, on fait 4 manches, on a eu 0 paradoxe.
Ah ouais. Et du coup, bah, ça faisait un peu... c'est un jeu de pli, puis je remplis mon petit truc. Enfin, c'était beaucoup plus plat. Et je pense que ça vient du fait que... En fait, quand on construit le plateau de jeu, on peut avoir soit les 1 tout alignés, les 2 tout alignés, enfin chaque chiffre vraiment aligné en colonne, soit un petit peu décalé, et quand ils sont décalés, je pense que c'est plus tentant d'aller poser ces petits jetons et de faire une grosse zone avec des jetons, donc d'aller chercher des points, et du coup on prend plus de risques, donc potentiellement on crée plus de paradoxes. C'est comme ça que je sens un peu la différence. Donc il y a une partie que j'ai beaucoup aimée, l'autre que j'ai trouvé plus classique, donc faudrait que je refasse une 3e partie. C'est un jeu de pli parce que c'est quand même ce qu'on fait principalement. Mais et malgré tout, il faut vraiment arriver à ne pas l'aborder comme un jeu de pli classique, quoi. J'ai l'impression. Enfin, faut pas l'aborder que comme un jeu de pli. Faut arriver à tout prendre en considération pour essayer de faire le plus de points possible. Ouais, le fait de jouer une carte te permet de te placer sur le plateau et en même temps, il se trouve que tu participes à un pli. Donc il faut gérer les deux choses, ces deux choses-là. Ensuite, c'est pas un jeu de... Alors déjà, les jeux de pli, bon, tout le monde n'est pas forcément familier des jeux de pli, mais celui-là, je pense que c'est quand même un niveau encore plus... C'est vraiment un jeu, je dirais, qui est pas du tout accessible facilement, hein, parce qu'il y a beaucoup de niveaux à prendre en considération, etc. Peut-être que si tu joues avec des gens qui sont vraiment bien rodés au jeu de pli, ils prendront plus de risques. En tout cas, cette partie-là, finalement, elle va moins les polluer. Ils pourront se concentrer plus sur la partie placement. Enfin, ouais, je sais pas trop. Moi, j'ai trouvé la partie qu'on a faite assez folle, malgré les petites erreurs de règles. Hein, je pense qu'il avait quand même un impact sur la façon dont on a joué. Mais j'ai trouvé que la partie était assez folle, quoi. Et clairement... moi je me dis, enfin là moi je sais que j'ai très très envie d'y rejouer, quoi. Oui, je suis d'accord. Moi même si la 2e partie que j'ai faite à la maison était moins palpitante, tu sens qu'il y a quand même un gros potentiel. Après ça on est allé se coucher quand même après avoir fait nos paradoxes et on a essayé et le lendemain on est revenu et on a joué. Le premier jeu auquel on a joué c'était Spellbook. Alors Spellbook, c'est un jeu de Phil Walker Harding qui est illustré par Cyril Bertin et édité par Space Cowboy. Alors Phil Walker Harding, ça donne toujours envie, et puis Space Cowboy, c'est quand même un éditeur qui a une bonne presse. Dans Spellbook, c'est un jeu en fait de course dans lequel on va, pour gagner, il faut nourrir son familier le plus vite possible, ou bien réussir à apprendre des sorts de chacune des catégories avant les autres. Mais une fois qu'on a dit ça, moi j'ai trouvé ce jeu, franchement, je suis un peu... Enfin, je sais pas comment j'arrive... Je sais même pas ce que je arriverais à trouver à dire ce jeu, tellement j'ai trouvé vraiment ennuyant, quoi. Ouais, alors déjà, moi j'ai pas forcément passé une bonne partie parce que au démarrage, en fait on a le choix entre prendre 2 ressources au hasard ou en choisir une. Et moi j'en ai choisi une, et en fait c'était complètement con de faire ça au premier tour parce que tu prends du retard inutilement. Et mine de rien, j'ai été bien en retard, et du coup, tu vois, je subissais, je savais très bien que j'étais à la bourre et que ça marcherait pas, quoi. Enfin, j'ai vraiment mal géré mon truc. Je sais pas, j'ai pas vu l'univers école de magie avec les différents sorts où tu vas apprendre tes sorts, et puis du coup à chaque phase avoir un peu plus de possibilités fonctionne bien, mais j'ai pas l'impression d'avoir un truc Enfin, voilà, on y a joué une fois, je sais pas si j'ai envie d'y rejouer. Peut-être que l'univers, voilà, marcherait bien avec mon fils aîné qui a 11 ans et qui est fan de magicien depuis tout petit. Alors peut-être que ça l'amuserait et que du coup, pour lui faire plaisir, je ferais une partie avec lui, mais Non, je te sens pas enthousiaste. Ouais, après... peut-être qu'il faudrait que je refasse une partie maintenant. Quand il y a des jeux comme ça où t'as fait une partie, tu t'es ramassé, du coup t'as compris comment ça marchait, et tu peux refaire une partie en ayant le sentiment de maîtriser un petit peu et de savoir où tu vas, mais je sais pas. Quand même des façons, des petites choses du jeu qui m'ont rappelé Gizmos, qui était un autre jeu de Phil Walker Harding, qui était sorti il y a, je pense, 4-5 ans, dans lequel t'avais cette possibilité, c'est-à-dire que c'était avec des billes, soit
soit tu piochais dans la réserve de billes, soit tu prenais les billes dans une sorte de petit rail en fait par lesquels ils sortaient de la machine quoi. Sauf que dans Gizmo, alors t'avais à la fois plus de contrôle sur ce que t'arrivais à faire parce que tu combotais en fait, t'avais des petits effets qui se déclenchaient et ça c'était super cool. Ce qui fait que tu pouvais vraiment bien optimiser tes tours et t'avais un côté ultra fun de jouer avec des billes en fait. Vraiment, je saurais pas expliquer le pourquoi. Le fait d'aller plonger sa main dans la réserve à billes et de tirer les billes, c'était très cool. Et Gizmo, c'était de la même manière, c'était un jeu de course. En fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux, mais là où dans Gizmos, t'avais un jeu sur lequel t'avais à la fois beaucoup de fun, lié aussi au matériel sûrement, et où t'avais, t'avais en même temps plus de contrôle parce que tu combotais énormément. Là, j'ai pas du tout trouvé ça, quoi. J'ai pas du tout retrouvé ces sensations. Là, j'ai trouvé ça vraiment, j'ai eu aucun fun à jouer. J'ai trouvé ça très rébarbatif et comme tu le dis, en fait, tout le temps, t'as intérêt à aller piocher dans la réserve et t'as intérêt à améliorer le sort qui permet de plus nourrir ton famille à chaque tour. Et en fait, tu te concentres que là-dessus et je pense que tu gagnes la course quasiment tout le temps, quoi. Et de fait, je me dis, c'est ultra chiant. Enfin, moi, je crois que quasiment, à partir du moment où j'avais mon sort qui avait été fait, j'ai fait la même chose tous les tours de jeu. Oui, parce que t'avais le truc qui te permettait de nourrir 2 fois le familier au lieu d'une, et du coup tu finis la partie plus vite. J'allais piocher 2 ressources. Dans l'ensemble, j'ai toujours réussi à avoir, il fallait 2 ressources identiques, je sais plus quoi, pour nourrir mon familier. Et bim, mais à chaque fois, je l'ai fait, quoi. Je me dis, en fait, j'ai l'impression d'avoir fait la même chose toute la partie. Et je me dis, j'ai pas du tout envie de refaire ça une deuxième fois, quoi. Alors, j'ai entendu des personnes qui disaient, oui, il faut y jouer 2-3 fois pour que ça devienne bien. Mais sauf que, moi, j'ai pas du tout le temps, quoi. Enfin, tu vois, mon masochisme s'arrêtera là, quoi. Donc, ouais, une grosse déception quand même pour moi, ce jeu. Ensuite, on a joué un autre jeu qui nous a beaucoup plu. C'était Star Wars The Deck Building Game. Ouais, c'était cool. Ça, c'était cool. En plus, au début, tu me dis, ouais, je suis pas une grande fan de deck building. Ouais, c'est vrai que le deck building d'affrontement direct comme ça, c'est vraiment pas mon style de jeu. J'y joue pas forcément souvent et en fait je m'épuise très vite. Par exemple, j'avais joué à Netrunner et je jouais le pirate et le fait de lancer une attaque, bon ça marche pas, faut récupérer des autres cartes et puis essayer de relancer une attaque, ça marche pas, relancer une attaque, ça marche un petit peu et puis au bout d'un moment je me dis putain, moi j'en ai marre, j'aime bien construire ma stratégie et puis avancer dans mon truc même si je perds, c'est pas la question mais voilà. Et ce côté affrontement permanent, j'ai quand même j'ai du mal et j'ai pas les réflexes de ce type de jeu, c'est pas naturel pour moi. Et là c'était Star Wars et en fait alors moi je suis une grande fan de Star Wars depuis que je suis toute petite quoi, gamine j'ai vu les films des dizaines de fois quoi, et en fait ça a fait que je suis totalement passé au-delà du côté qui me gêne d'habitude et du côté mécanique parce que là je peux avoir Dark Vador et puis là je vais essayer de tuer Chewbacca et là ouais je prends mon gros croiseur et je le mets devant ma plaque et en fait ça m'a vraiment fait rentrer dans la partie et on a passé un super moment. C'était vraiment très cool. Ouais, au niveau mécanique, c'est un deck building qui ressemble beaucoup à Star Realms. Ça fonctionne vraiment, il y a quelques petites spécificités, mais c'est grosso modo ça. Et moi, je suis pas du tout une fan de Star Realms, que je trouve très froid, en fait, et assez austère. Et là, comme tu le dis, hein, la thématisation Star Wars, qui s'adapte parfaitement, en fait, au jeu, et elle gomme ce côté froid. Et effectivement, moi aussi je suis fan de Star Wars et du coup t'as ce plaisir de pouvoir récupérer les personnages dans ton équipe, les personnages emblématiques des films, de retrouver les planètes qu'on connaît. Enfin, t'as vraiment le côté la thématisation elle est tellement bien faite et je trouve qu'il y a des trucs vraiment malins. Tu peux mettre Dark Vador et Jabba the Hutt dans la même équipe quoi, c'est quand même ça, on en a tous rêvé je pense et c'est vrai qu'on a passé un super moment et
moi j'aime bien le deck building, hein, vraiment. Et c'est rare que je sois... En fait, j'aime beaucoup Dominion à la base et je suis souvent déçue par les autres deck building. Mais là, vraiment, j'ai eu une super sensation et j'ai vraiment envie de l'acheter, quoi. Enfin... Oui, moi, c'est pareil. Je pense que, vu comme je me suis amusée... Et c'est un thème que tu as à la maison, pour le coup, plus que le coop, ça marchera très bien. Enfin, voilà, vraiment, enfin, super... c'est super bien thématisé. T'as tout ce plaisir presque de môme à retrouver les personnages, quoi. Ouais, et puis le côté sympa aussi, c'est que il y a une rivière commune et on peut alors soit on a des cartes neutres, soit on a les cartes de l'Empire, soit les cartes rebelles. Évidemment, quand on est l'Empire, on peut pas acquérir des cartes rebelles, mais on peut les détruire. Ouais. Donc on peut les détruire avant que l'autre les récupère, et si on les détruit, ça nous fait un petit bonus au passage. Et ça, c'est sympa aussi, ce que tu dis, je prends une carte ou je détruis le Skywalker avant qu'elle la récupère. Tu vois. Voilà, on voit la mentalité des gens autour de la table, c'est beau. Donc Star Wars The Deck Building Game, c'est un jeu de Caleb Grace qui est illustré alors par tout plein de gens. Je vous les listerai pas, mais ils sont assez nombreux. Et c'est édité par, en fait, c'est Fantasy Flight Game pour la VO, et je pense que du coup c'est Edge pour la VF. Je ne sais pas. Je me suis noté ça, mais peut-être que parce que sur la boîte, je vois pas marqué Edge, mais bon, c'est pas, voilà, on dira que c'est Edge, peut-être. Alors ensuite, on avait mangé notre pain blanc, comme on dit, et après on est passé à un autre jeu qui se restera pas dans notre top du festival. On attendait en fait une table pour un autre jeu, et que dans l'intervalle, on a été joué à Medieval Academy. Alors, c'est une réédition, en fait, d'un jeu qui s'appelait déjà Medieval Academy. En fait, c'est un jeu de draft dans lequel on va jouer des cartes pour avancer sur des pistes et puis marquer des points. Un jeu de Nicolas Poncin qui est illustré par Antoine Lano et édité par Blue Cocker. Et on peut pas dire que ça nous est... Non, c'était long. C'était long pour pas grand-chose, quoi. Et en fait, il y avait un petit côté... Alors bon, il y a le draft de cartes, et puis après, en gros, c'est de la bataille aussi, quelque part. Enfin, en gros, c'est un mélange de bataille et de jeu de loi, quoi. Ou de petits chevaux aussi, tu vois. Ou de petits chevaux, ouais, peut-être plus les petits chevaux. Donc voilà, si je garde le 5 jaune, j'avance de 5 sur la piste jaune, et du coup je passe devant les autres, ça me fait un point de plus. Enfin, et 4 tours pour ça, 6 tours. 6 On avait 6 tours. Ouais. Oh là là. Non mais franchement, ouais, c'était vraiment long. Moi je pense que le meilleur moment c'est quand on a fini le 5e tour, parce que je me suis dit ça y est, c'est le dernier tour, on va enfin pouvoir partir. Non, en plus, il y a beaucoup, comme tu joues en fait, t'as 5 cartes en main, tu vas drafter, t'as 5 cartes en main et tu joues tes cartes. Chaque carte t'avance sur les pistes, et après t'as toute cette phase où tu vas résoudre toutes les pistes pour voir. Alors, soit tu marques des points, soit tu marques un bonus, c'est ultra long, quoi. Et c'est chiant à mourir. Je dirais qu'il a un truc de plus que... Alors, j'ai pas lu les règles, mais les règles sont quand même plus simples et plus abordables que notre fameux étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, à la limite, ce jeu-là fini dans une famille qui a pas forcément trop l'habitude de jouer avec des gamins, parce que les gamins petits, quand ils connaissent que ça, les petits chevaux, ils aiment bien, en fait. Donc, il y a un côté un petit peu plus élaboré quand on est vraiment un public de non-joueurs. Mais honnêtement, sorti de ça, il n'y a pas grand-chose pour le rattraper, quoi. Il y a des petits chats sur les cartes. Il y a des petits chats. Voilà. Pas trop, les petits chats, sont pas trop chevaliers en principe, mais c'est pas grave. Et enfin, on a fait notre dernier jeu du week-end. Nous avons joué à, alors je vais essayer de bien le prononcer, Ancient Knowledge. Je sais pas si c'est pas mal. Ça s'écrit anciente, mais c'est hyper dur à dire en français. Ancient, c'est pas très naturel. Qui est un jeu de Rémi Mathieu, illustré par Pierre Pless, Adrien Rive et Emilien Rotival, et qui est édité par Yellow dans la gamme Expert. Donc Ancient Knowledge, c'est un jeu de cartes à effet. Voilà, on va poser des cartes qui vont avoir une temporalité, et à la fin de son tour de jeu, les cartes se décalent pour tomber peu à peu dans l'oubli. Et en fait, on va faire en fait, à notre tour, on fait 2 actions. On pose une carte, on récupère des petites cartes bonus, ou on
peut piocher aussi. Enfin, il y a voilà, tout un système. Mais c'est vraiment un jeu de cartes à effets. Hein. Et sachant que les effets seront temporaires puisque les cartes sont amenées à disparaître à un moment de notre ligne de temps. Et alors, on a joué en 1 heure, contrairement à ce qu'on nous avait dit. On nous avait annoncé 2 heures de partie. On a joué en 1 heure et moi, c'était ma deuxième partie et je savais que c'était quand même ça pouvait être beaucoup plus rapide parce que c'est un jeu de course. Hein. La partie s'arrête quand on a posé un certain nombre de cartes. Sur cette deuxième partie, je me dis, j'adore vraiment. J'adore son format, je trouve que c'est très ramassé, je trouve que c'est ultra fluide au niveau du gameplay, tu as 2 actions, tu fais tes 2 actions, t'enchaînes en fait, t'as pas le temps de lever les yeux parce que le tour revient très vite à toi, donc t'es toujours dans une espèce de flux quoi de jeu, parce que pendant que les autres jouent en fait, tu vas vraiment réfléchir à ce que tu vas faire avec ta main, dans quel ordre et tout. Moi je trouve même que c'est un jeu un peu hypnotisant. Je sais que j'ai été horrible pendant la partie. Je m'en suis rendu compte après. T'étais complètement partie. J'étais à fond dedans. J'étais en mode, mais je sais pas, j'étais passée dans un état T'étais second. Une machine, c'est ça. C'est le Terminator en toi qui et après, je me suis dit que j'ai été hyper relou parce qu'on a joué avec une personne qu'on ne connaissait pas. Et la pauvre, je pense que j'ai dû être affreuse parce que j'y suis allée en mode bulldozer pour poser mes cartes, quoi. Et j'étais tellement concentrée qu'elle a dû dire que j'étais une horrible personne. Oui, t'étais partie dans un autre monde, c'était assez drôle. Ouais. Alors j'ai vraiment subi la partie, c'est un peu comme Spellbook, mais sauf que je pense que là ça pardonne encore moins sur ce type de jeu qui est quand même plus expert. Donc il y a un moment, en gros je savais très bien que je me noyais et je faisais tout pour essayer de me rapprocher un peu de la surface, mais j'étais vraiment attirée par le fond et je savais que je ferais rien. Mais j'ai trouvé le principe quand même, le principe sympa. Je trouve que la thématisation, enfin le côté, l'histoire que le jeu raconte sur je sauvegarde les connaissances, les monuments, tout ça, ça fonctionne bien. Donc j'y rejouerais bien, peut-être maintenant que j'ai fait une première partie, je pense que je rejouerais bien voir ce que ça donne. Après, il y a un truc qui m'a dérangé un peu, c'est que j'avais un peu de mal avec le design des cartes, parce qu'il y a beaucoup de marges blanches partout, et je trouvais ça assez pesant graphiquement. Je saurais pas trop l'expliquer, mais j'ai trouvé ça. Il y a les cartes et il y a le plateau personnel aussi où il y a plein de marges blanches partout et je sais pas, j'ai pas accroché à ce côté-là. Ça m'a fait penser un peu à Deus. Alors bon, c'est différent parce que Deus, il y a un plateau central, on se place et compagnie. Mais le côté finalement combo de cartes et j'ai mes différents combos de cartes ressemblaient un peu. Donc j'ai pas passé forcément une partie très très simple. J'étais un peu perdue, j'ai eu du mal à m'y mettre, mais bon, c'est le genre de truc où une fois que t'as fait une partie, tu comprends comment ça marche et ça mérite vraiment une deuxième partie. Ouais, clairement, je pense que moi, j'avais déjà fait une partie et ça change beaucoup parce qu'il y avait, en fait, toute la façon dont le jeu il va s'articuler sur le vieillissement des cartes ou, enfin, en tout cas, le déclin des cartes progressif. C'était quelque chose, je pense que tant que tu n'as pas joué, même si on te l'explique, tu vois pas forcément comment ça va s'articuler en fait. Et alors que quand t'as déjà fait une partie, tu vois bien comment ça va, quel tournant la partie elle va prendre au fur et à mesure des tours. Et je pense que ça te permet de beaucoup mieux anticiper les cartes que tu dois poser, à quel moment tu dois les poser, quel type de carte t'as intérêt à aller chercher. Je savais aussi que les cartes connaissances qu'on peut récupérer à côté qui t'offrent des bonus, en fait elles sont très 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 utiles. Elles te permettent de faire beaucoup beaucoup de points. Donc moi je sais que j'ai essayé d'aller en chercher le plus possible. Et ça je pense que c'est clair que quand c'est la première partie tu peux pas, de fait c'est normal, tu peux pas l'anticiper du tout quoi. Ouais, moi je pense qu'il y a des cartes, je me suis dit ça a l'air bien et puis c'était bien mais trop tôt dans la partie pour les jouer. C'est pas qu'elles coûtaient trop cher, mais elles étaient pas jouées au bon moment pour vraiment profiter de leur effet. Donc c'était un peu gâché. Puis quand tu gâches tes ressources, après t'en as moins. Ouais, parce que un des twists du jeu, c'est que quand on pose des cartes, en fait, on les pose entre guillemets, elles ont pas vraiment de coût ou un coût très minime, mais on pose dessus des tablettes. Et en revanche, les tablettes, si on n'a pas réussi à s'en débarrasser avant que la carte elle tombe en déclin,
c'est-à-dire qu'elle arrive à expirer, enfin elle quitte la ligne temporelle, c'est des points négatifs. Hein. Donc il y a plein de petits combos qui vont te permettre de virer ces tablettes ou bien au contraire de les valoriser. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un jeu où il n'y a pas d'interaction. Il y en a quand même un peu parce que tu peux vraiment, t'as quelques cartes t'as des cartes que tu peux vraiment merder les autres. Hein. Oui, et puis il y a quand même le plateau des cartes connaissances où, alors je sais pas si c'est pas vraiment de l'interaction, mais c'est plus de la compétition sur certains types de cartes. Ou aussi le fait que t'as 3 cartes sur chaque ligne et t'en prends une, tu prends la deuxième et après tu vires la troisième et t'en remets. Donc plusieurs fois, moi il y a des cartes qui m'intéressaient, qui ont disparu alors que j'ai pas eu le temps d'aller. Mais je pense que c'était pas volontaire de faire disparaître cette carte-là, mais c'était gênant quand même. Pas de l'interaction ou de l'agressivité. Mais tu te vois bien y rejouer du coup quand même à celui-là, ouais ça t'a. Oui, ça mérite vraiment une deuxième partie et de prendre ça mérite une deuxième partie en ayant eu les règles en tête pour voir plus profiter du jeu, en fait, moins le subir. Ok, mais écoute, je pense qu'on a fait le tour de toutes nos découvertes ludiques du salon, en fait, enfin du festival. Je pense que on a tout couvert. Bon, il y a quelques jeux auxquels on aurait bien voulu jouer, mais auxquels on n'a pas eu le temps. Je crois, je sais plus lesquels d'ailleurs. J'ai déjà oublié, mais je pense qu'on a quand même réussi. On a pas mal joué. Enfin, on a eu un bon. Oui, on a bien joué. Il faisait beau. Enfin. Ouais, et on a réussi à trouver des tables à chaque fois assez facilement. Enfin, on a rarement. Oui, après t'as toujours le pic du samedi après-midi et voilà, mais bon, on a quand même fait pas mal de parties. Eh ben écoute, du coup on va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup d'avoir fait ce petit débrief ensemble. Mais avec plaisir, c'était chouette. Moi du coup je vais noter tout de suite dans mon agenda la date de Octogone de l'année prochaine. Hein, que ça m'a beaucoup plu, donc je suis assez partante pour y retourner. Et puis encore merci à toi et merci pour ce super week-end aussi. Hein. Pas que le débrief, tout le week-end était cool. Ouais, c'était cool. Même si on n'a pas trouvé de trop, on n'a pas été très bonne dans l'approvisionnement en bière. Non, mais c'est le truc où on optimisera une prochaine fois. Et ça je le couperai, mais on fait un big up aussi à nos voisins de chambre qui nous sont un peu empêchés de dormir. Qu'on a bien entendu dans la nuit du samedi à dimanche. Voilà, je sais pas si je couperai ça au montage ou pas. Je pense pas qu'ils nous écoutent de toute façon, donc voilà. Mais non, je pense pas. Non, de toute façon, vu la fréquence et le rythme de leur activité nocturne, je pense pas qu'ils avaient 2 journées de festival dans les pattes. C'est clair, je crois pas. C'est pas possible. Et ben écoute, merci encore, et puis merci aux auditeurs et auditrices et à bientôt pour un prochain podcast. Merci à toi, ciao.